Bien le bonjour, jury du dimanche sur iRadio ITV et sur l'ensemble de notre plateforme digitale. Au micro, Khalifa Diakhaté, bienvenue à tous. Nous recevons ce dimanche Pape Mahawa Diouf, il est le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique, l'ASPT. Pape Mahawa Diouf, bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté, bonjour à tous vos téléspectateurs. Et internautes, j'imagine, qui nous regardent partout à travers le monde. Et auditeurs. Et auditeurs. Voilà, et donc c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. L'actualité brûlante, tout d'abord, pour commencer, principalement, la perspective, bien entendu, des élections locales, avec notamment, en ce qui vous concerne, en tout cas, en ce qui concerne votre coalition, le choix des têtes de liste qui a créé quelques secousses tout de même au sein de Benno Bokk Yakaar. D'abord, vous, Pape Mahawa Diouf, lors de votre dernier passage au JDD, vous déclariez que vous seriez du combat, pour reprendre votre propre terme. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, à quelques encablures de l'échéance et après le choix du chef de l'État, du moins du président de la coalition? Nous serons naturellement du combat, donc je serai du combat, à Yoff notamment, et également aux côtés de la tête de liste qui est désignée, Abdoulaye Diouf Sarr, et également au niveau de Dakar, avec la tête de liste toujours qui est Abdoulaye Diouf Sarr, et toute une équipe surtout. C'est d'abord l'équipe qui gagne. La dernière fois, l'équipe était dirigée par Amadou Ba, le camarade Amadou Ba. Cette fois, c'est dirigé par le camarade Abdoulaye Diouf Sarr. Dans les deux cas, nous visons le même objectif, convaincre nos concitoyens de la capitale et de notre localité, en particulier pour ce qui concerne Yoff, que la meilleure liste, c'est la liste dirigée par donc Abdoulaye Diouf Sarr, mais la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc vous serez du combat, mais absolument. Dans les rangs. Absolument. Mais vous savez, on ne peut pas tous être devant. C'est pas possible. Vous prenez tous les postes électifs et nominatifs cumulés. Si vous les mettez en ligne, vous n'aurez pas l'essentiel des militants qui seront représentés. Donc le principe, c'est quand même la collégialité et l'esprit d'équipe. L'ambition reste la même, mais en l'occurrence, ici, ce qui est important, c'est le projet politique qui nous unit et qui est de faire du Sénégal un Sénégal émergent à l'horizon de 2035. Très bien. Alors, les positionnements autour de la mairie de Dakar, justement pour parler de la capitale, ont dû sans doute, ou sans aucun doute même, donner du fil à retordre au président de votre coalition, le président Macky Sall. Alors, dans quelles conditions est-ce que le nœud a été démêlé, pour ainsi dire? Oui, dans l'esprit et la méthode et l'organisation. L'objectif, c'était d'avoir les meilleures équipes dans toutes les localités où nous avons. Les meilleures équipes, ça veut dire la meilleure formule qui permette de convaincre nos concitoyens que nous avons le meilleur projet, le meilleur programme, et donc gagner la confiance de nos concitoyens le soir du 23 juin 2022. Donc c'est ça qui a prévalu. Et nous avons pu quand même constater jusque-là une capacité de dépassement. Sur Dakar, par exemple, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr se sont parlé, ce sont des frères. Ils ont longuement échangé. L'un est parti donc sur la coordination nationale de ces élections très importantes. L'autre, le camarade Abdoulaye Diouf Sarr, va s'occuper de la capitale et aussi de sa localité Yoff. Et ils vont être donc le leadership principal de cette dynamique à Dakar, mais aussi au niveau national. C'est des discussions qui vont être pratiques et dont l'objectif unique est de servir. Il ne faut pas oublier que le but, c'est de servir les populations, c'est de servir un projet politique. Et on peut saluer cette capacité de dépassement de nos leaders de ce point de vue. Donc vous êtes en train de dire justement qu'ils n'ont pas mis le président dans l'obligation de devoir arbitrer? Non, ce qui s'est passé, c'est plutôt une démarche de la coalition qui a demandé, à travers le président Macky Sall, qui a demandé donc à toutes les localités d'attendre l'arbitrage. Donc c'est plutôt une démarche. Mais les deux hommes se sont parlé. Absolument. Ils se sont parlé et reparlé. Donc le président n'a pas eu à trancher. Non, il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu de difficulté. Comme je vous ai dit, c'est la démarche d'abord et la méthode et l'organisation. C'est des éléments de jugement interne et stratégique qu'on ne peut malheureusement pas partager ici, qui ont permis à l'autorité politique de faire les choix qui sont les meilleurs pour nous et qui nous mettent dans les conditions de gagner. Rappelez donc à nos camarades que le leadership a prévalu. Le camarade Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr continuent encore aujourd'hui de se parler dans la perspective de la victoire que nous voulons pour Dakar. Et c'est ça qui montre aussi
que notre coalition est fondée sur des valeurs solides, sur une conscience que nous servons d'abord les Sénégalais et un projet politique avant les destins personnels. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr est donc alors celui qui incarne le plus, hein, n'est-ce pas, l'aspiration de la coalition. C'est pour jouer un peu les prolongations de votre dernier passage à cette tribune, celui qui incarne le plus l'aspiration de la coalition, c'est le portrait robot que vous aviez dressé devant Mamoudou Ibra Kane il y a quelques mois ici même. Oui. Donc c'est Abdoulaye Diouf Sarr qui est le plus... le porte-étendard choisi pour incarner la coalition aujourd'hui, c'est Abdoulaye Diouf Sarr à Dakar. Le porte-étendard pour incarner la coalition à l'échelle nationale, c'est Amadou Ba. Mais au-delà des porte-étendards, il s'agit d'équipe d'abord. On gagne en équipe. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un devant. Ici, chez vous, il y a quelqu'un qui est devant. Il y a d'autres qui sont... Voilà, c'est une équipe. Oui. C'est ça qu'il faut privilégier. Et c'est ça aussi la force de notre coalition. J'avais dit aussi dans l'émission que nous sommes une coalition expérimentée. Oui. Nous avons déjà géré les législatives de 2012, qui avaient les mêmes problèmes de tension, d'ambition. Les locales de 2014 également. Et puis les législatives de 2017. Puis même dans les présidentielles, il y a eu des enjeux de responsabilité. Nous avons donc bâti l'expérience de gérer des ambitions dans une coalition large, qui, je rappelle, est la coalition la plus large et la plus longue en termes de durabilité, en termes de longévité de l'histoire politique du pays. C'est parce que ce qu'on met au devant, c'est d'abord le projet politique et la gouvernance est fondée par un style qu'on connaît maintenant du président de la République et président de la coalition, fondé sur la concertation, les concertations, les discussions, le dialogue. Et ça facilite les choses. Ça permet qu'on mette au devant bien plus l'intérêt général que les destins individuels. Très bien. Alors parlez-nous d'ailleurs justement de cette aspiration. Quelle est l'aspiration de la coalition Benno Bokk Yakaar pour Dakar? Précisons, Dakar, jamais gagné d'ailleurs, jamais entre les mains de l'APR. Pour rétrécir un peu le champ quelque peu, quel est le projet de Benno Bokk Yakaar pour Dakar? Consolider la dynamique de victoire qui est installée depuis 2014. Depuis que nous avons perdu les élections en 2014, nous avons gagné toutes les élections par la suite jusqu'en 2019. Sauf Dakar? Non, dans Dakar, si. Dans Dakar. Nous avons gagné Dakar. Je parle de la mairie de Dakar. Non, j'ai dit depuis que nous avons perdu la mairie de Dakar en 2014, toutes les autres consultations dans Dakar, nous les avons gagnées. Toutes, sans exception. Nous avons gagné les référendums de 2016, nous avons gagné les législatives de 2017, nous avons gagné les présidentielles de 2019 dans Dakar, au suffrage universel. Toutes les consultations au suffrage universel ont été gagnées par la majorité Benno Bokk Yakaar depuis l'échec de 2014. Donc il s'agit de transformer. Nous savons exactement où est-ce que nous sommes forts, nous savons où est-ce que nous sommes faibles, nous savons où est-ce qu'il faut mettre les bouchées doubles pour gagner, et c'est ce que nous allons faire. Mais d'accord, mais Dakar est plus qu'un butin à ajouter à votre tableau de chasse. Quel est le projet? Quelle est cette aspiration dont vous parlez, dont vous faites allusion? Vous parlez du projet et du programme pour Dakar. Mais parfaitement. Très bien. Ça, justement, il arrivera le temps du projet et des programmes pour Dakar. Mais il est évident que Dakar, malheureusement, ces dernières années, n'a pas pu bénéficier de ce dont le reste du territoire dans le pays a pu bénéficier en termes d'ambition, malgré que nous avons Diamniadio qui est visible, nous avons un ensemble de réalisations de l'État à l'intérieur de la capitale. Vous ne pouvez pas non plus occulter tous les projets qui ont été entamés par l'ancien maire Khalifa Sall et qui ont tout de même eu des entraves. Oui, qui malheureusement des entraves imputées au pouvoir d'ailleurs. On pourrait, mais la réalité, sans revenir sur cette histoire, c'est que c'est une affaire judiciaire, malheureuse d'ailleurs, mais qui est arrivée. En tout cas, Dakar a parti de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment doter à la capitale du Sénégal d'un projet à la hauteur du plan Sénégal émergent et à la hauteur de la vision de la majorité Benno Bokk Yakaar de faire du Sénégal un pays émergent en 2035. Mais au-delà des concepts, quel est le contenu de cette aspiration? Le contenu viendra. On vient juste de terminer les investitures hier. Je pense que dans les jours même, je ne parle même pas de semaines, dans les jours qui viennent, le programme il est déjà prêt. Il sera présenté dans les conditions qu'il faut, avec les supports qu'il faut, avec une forte inclusion du tissu associatif et militant et du tissu associatif et citoyen qui va permettre de pouvoir porter le projet de Dakar. Dakar
a besoin d'un vrai grand projet à la hauteur de la capitale du Sénégal. Vous pourriez nous en livrer tout de même les axes majeurs? Oui, il y a évidemment, on ne peut plus maintenant parler de Dakar sans parler d'écologie. Il va falloir penser le Dakar vert. Il va falloir penser le Dakar dans le PSE. Il va falloir penser le Dakar dans ses traditions. Il va falloir penser le Dakar dans sa capacité à être attractif en termes des investissements internationaux. Il y a tout un tas de projets, mais maintenant laissons quand même à l'équipe programme qui va être en charge de cette mission venir exposer le projet de Dakar avec la tête de liste qui va venir présenter les choses comme il se doit. Mais sachez que l'ambition pour Dakar est une ambition totalement structurée et qui est d'ailleurs en cohérence avec ce qui est déjà en train d'être mené par les autorités publiques. Le BRT, c'est dans Dakar. L'extension de la VDN, c'est dans Dakar. Il y a un ensemble de choses que la mairie doit accompagner. Il y a de grands événements qui doivent avoir lieu dans la capitale. Les JO de 2026, le sommet mondial de l'eau, le sommet de la solidarité comment on l'appelle encore, le ministère de Zarian Cham, j'ai oublié le nom. Il y a un sommet de la microfinance. Voilà, de la microfinance et de l'économie solidaire, le sommet qui va avoir lieu dans la capitale. Dakar, capitale de l'événementiel, capitale du offshoring et de tout ce qui est... Voilà. Donc il y a vraiment un ensemble de choses dans le programme. Donc cette conquête de Dakar transcende un peu l'ego de l'APR. Mais c'est pour ça, justement, que je vous disais tantôt, voilà pourquoi, lorsque nous, dans notre camp, on fait les choix, les hommes politiques rapidement dépassent leur position et leurs préoccupations d'ego et se concentrent sur justement le projet. Et c'est important. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure de Amadou Ba, parce qu'effectivement, Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas été le seul à l'échauffement dans l'attente de la décision du président Macky Sall. Amadou Ba était aussi en face. Donc, dans quel esprit appréhende-t-il justement cet arbitrage final? Très très bien. Comme je vous ai dit, M. Amadou Ba, le camarade Amadou Ba, a dirigé par 2 fois Dakar pour aller vers des combats électoraux qui se sont sanctionnés par de belles victoires, que ce soit en 2017 comme en 2019. Là, on va vers d'autres joutes électorales qui sont aussi très importantes. Et il va diriger la posture de la coalition au niveau national. C'est encore un niveau de supérieur, d'ailleurs, de perception et de responsabilité, puisque c'est la mise en cohérence de nos stratégies dans toutes les localités à travers le pays. Donc, il est très occupé à ça et très engagé dans cette mission à lui confiée par le chef de la coalition, le président Macky Sall. Donc c'est avec enthousiasme et détermination. Aucun indicateur de FINA Non. Un peu si l'on regarde de loin ce tandem? Non, je pense qu'il n'est pas... Non, je ne pense pas simplement. Vous ne pensez pas? Non. C'est pas l'actualité. L'actualité, c'est les élections locales qu'il faut réussir à gagner de nouveau, parce qu'en 2014... Nous avons gagné sur 550 et poussières communes, plus de 500 communes à travers le pays. Il faut rééditer l'exploit et même aller au-delà. C'est ça qu'il faut réussir. Très bien. Alors, l'appréhension justement des challengers, d'abord au niveau interne, la coalition Sénégal 2035, une défiance pour d'aucuns, mais une stratégie pour d'autres. Quelle est aujourd'hui, Pape Mahawa Diouf, au moins, la position officielle du parti? Aucune indication sur une telle coalition. J'ignore tout de cette coalition. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Par rapport au challenge? Nous, on veut gagner avec la coalition Benno Bokk Yakaar, Dakar. On veut gagner avec la coalition Benno Bokk Yakaar partout à travers le pays. Mais comment est-ce que cette défiance, si les premiers ont raison, comment est-ce que cette défiance a été perçue? D'abord, il faudrait que ce soit... Si c'en est une, bien sûr. Voilà, il faudrait que ce soit confirmé au bout du compte, que ça est ce dont je doute, on va voir ce que ça va donner. Mais nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les investitures qui ont été faites par donc, les états-majors et l'état-major de Benno Bokk Yakaar, les investitures décidées par le président de la République. C'est vers ça que nous allons.
ce sont ces candidats-là qui sont les candidats de la coalition Benno. Mais comment comprendre que le chef de cabinet tout de même du président de la République brave l'interdiction de listes parallèles qui a été clairement exprimée par le chef de l'État. Et qui a été encore exprimée il y a 24 heures. Donc il faut attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Moi je pense que en tout cas, ce qui est important... Il aurait peut-être reçu le visa du grand patron? Non, il n'y a pas d'autre visa que les visas de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il ne pourrait avoir d'autres visas d'ailleurs. Donc on peut affirmer, sans risque de se tromper, qu'il s'agit bien d'une défiance. Si ça va jusqu'au bout, oui. Mais pour moi, il faut attendre de voir jusqu'au bout qu'est-ce que ça va donner. La vérité, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar, le rassemblement de la famille de Benno Bokk Yakaar, et qu'on aille vers ces élections pour avoir le maximum de victoires locales possibles, comme nous l'avions fait en 2014, si ce n'est mieux. Et ça va être mieux parce que nous allons gagner Dakar. Vous allez gagner Dakar. Très bien. Alors en face, justement, parce qu'il y a des challengers au plan interne, mais il y a en face Taxawu Dakar, il y a eu Askan Wi, même si, bien entendu, on le sait, le maire sortant et celui de Mermoz Sacré-Cœur sont à couteau tiré. L'affrontement donc aura sans doute bien lieu. Alors, est-ce qu'il vous empêche de dormir? Bien évidemment que non. Nous avons d'un côté un camp qui fait faire des choix et qui met devant ses choix pas les intérêts personnels et les ambitions personnelles, mais le projet pour Dakar et le projet pour le Sénégal en général. Et de l'autre, on le voit, il n'y a pas de projet. Les gens discutent de fauteuil et ne parlent pas du Sénégal. C'est pour ça, évidemment, qu'il n'y a pas de... Êtes-vous en train de minimiser vos adversaires? Non, je suis en train de constater et d'attirer l'attention de mes compatriotes quant au fait qu'ils ont deux camps. Un camp qui parle de fauteuil et un camp qui parle de projet pour le Sénégal. Nous parlons projet pour le Sénégal. Donc, vous retournez le constat aussi? Non, parce que nous, le choix a été fait, on est passé à autre chose. Le choix est fait. Chacun prend ses responsabilités. On est d'accord au niveau de Dakar, il n'y a pas forcément de contestation, mais à Rufisque par exemple, il y a Omar Sarr, et il y en a d'autres. Au plan national, il y a Thiès, on va y arriver tout à l'heure, il y a Ziguinchor. Bon, parlons de Dakar. On va en parler tout à l'heure, mais Dakar d'abord. D'accord, Dakar, d'abord constater qu'il y a un camp qui a un projet, un autre camp qui fait beaucoup de polémiques et qui se combattent entre eux pour le fauteuil, tout simplement. Dakar est dans la poche. Non, nous attirons l'attention de nos compatriotes pour un choix utile qui transforme véritablement Vous l'avez dit, Dakar. ce n'est pas encore le temps des projets. Oui. Vous-même, ça viendra. Vous refusez de nous décliner les axes majeurs. Oui, mais ça viendra. Mais en tout cas, sur les grands principes, on peut voir ça. Pour le reste, la coalition Benno Bokk Yakaar a indiqué ses représentants partout à travers le pays. Nous appelons nos compatriotes en général et nos militants en particulier à l'élévation, à mettre au devant d'abord l'intérêt général. Puisque l'objectif, c'est d'avoir des porteurs de projets, des porteurs de programmes qui soient les plus indiqués selon les critères que nous avons et qui permettent de convaincre l'essentiel de nos compatriotes à nous refaire confiance. De toute façon, voilà, c'est ça. Si on interroge un peu vos sorties, vos dernières sorties au sujet notamment du candidat, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, on peut s'apercevoir que vous avez peut-être peu d'estime pour Barthélémy Diaz, ou simplement vous le sous-estimez, vous pensez qu'il ne serait pas de taille? Non, j'avais dit ici avec Mamadou Ibra que oui, j'aime pas le style, l'outrance, la menace, et parfois même jusqu'à l'arrogance, vous disiez. L'arrogance, quoi, un langage un peu spécial, et qu'ils doivent savoir raison garder, pas que lui d'ailleurs, il y a tout un groupe qui en politique, nous sommes de la même génération globalement, mais eux ils ont choisi d'avoir comme arme la menace, l'outrance, le langage un peu ordurier pour le mettre en débat politique. C'était une façon de leur dire, et d'ailleurs nous n'allons pas reculer sur ce terrain, que attention, nous avons tous eu les mêmes parcours dans le pays, il est hors de question que ce soit une culture politique qui nous impose. Nous répondrons par tous les moyens nécessaires pour défendre notre projet politique, parce que nous y croyons fermement. Nous pensons que la meilleure voie pour développer ce pays, c'est la voie que nous proposons. Nous ne serons pas coupables de faiblesse face en tout cas à un certain style et une certaine méthode politique qu'ils croient suffisamment éprouvée. Qui n'est pas de taille face à vos projets?
Exactement. Ça ne peut pas être de taille face à nos projets, parce que nos projets sont sérieux. Les Sénégalais, à chaque fois que nous les avions consultés à l'échelle nationale et pour l'essentiel à l'échelle locale, ils ont fait confiance à la majorité Benno Bokk Yakaar. Pas pour des discours, mais parce que les projets politiques portés par la majorité Benno Bokk Yakaar, sur la base de la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, touchent les populations dans le cœur de leurs besoins. Et c'est pour ça qu'ils répondent favorablement. Il ne faut pas s'y tromper. Le jour où cet impact n'aura plus lieu, les gens, dans le secret de l'isoloir, changeront leur vote. Mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Et on a vu la population descendre dans la rue, dévaliser des magasins. On a entendu le président reconnaître les difficultés de la population, de la jeunesse. C'est vrai. Qui a faim. C'est vrai. La question de l'emploi des jeunes est une lancinante question, ici au Sénégal, en Afrique et même au-delà. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il reste encore tellement de choses à faire. Le développement d'un pays ne se fait pas en une dizaine d'années, c'est en plusieurs dizaines d'années. Il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre au préalable pour mettre le pays dans des conditions de... En attendant, il y a une jeunesse qui parfois n'a pas les bonnes formations pour avoir les bons emplois, qui parfois n'est pas mis dans les bonnes conditions pour pouvoir faire de l'auto-emploi. La faute à qui? La faute aux autorités de l'État successivement. Mais ici, on a vu quand même qu'on a créé des structures qui permettent d'être des leviers pour agir et qui font déjà des choses, que ce soit l'ADER, que ce soit également le FONGIP pour la garantie. Ensuite, il y a les mesures qui ont été prises pour l'industrialisation, parce que tant qu'il n'y a pas de l'investissement direct étranger, en particulier sur l'industrialisation, on ne peut pas avoir de l'emploi de masse. Ça, c'est un angle. Il y a aussi les petites entreprises, les petites manufactures qui doivent être développées dans le pays et qui commencent à se développer. Mais en attendant, il faut accompagner cette jeunesse à travers de l'auto-entreprise, à travers des emplois accompagnés, etc., etc. Et ça, c'est le programme Xëyu Ndaw ñi que le président de la République, par des leviers institutionnels avec une relative efficacité d'ailleurs, avec une efficacité remarquable, qu'il est en train de voir comment pallier à ce manque d'emploi. Mais encore une fois, il faut qu'on soit conscient que le développement, c'est des conditions. Un pays sans infrastructure, sans aéroport, sans route bitumée, sans une connectivité, sans le pont de Rosso, sans le pont de la Gambie, sans le pont de Foundiougne, avec une continuité du territoire qui assure la bonne circulation des personnes et des biens, il n'y a pas d'investissement étranger, il n'y a pas de découlement de la production, il n'y a pas de développement. C'est pas possible. Vous brandissez l'ADER, le FONGIP, à côté ou en face. Beaucoup de jeunes brandissent la coloration politique. Non, je pense que ce soit pour l'ADER, comme pour les bourses de sécurité familiale, il a été suffisamment prouvé, non seulement la volonté, mais la méthode efficace qui a permis d'avoir des critères qui font que lorsque les bénéficiaires arrivent, on n'a pas leur coloration politique. Ce n'est pas tant simplement le succès et l'option et la bonne volonté politique de la majorité et de l'État que la maturité politique et citoyenne des Sénégalais. Oui. Dans ce pays, on ne peut plus faire ce qu'on veut. C'est les citoyens qui ne vous le permettent pas. Donc ça, on ne peut pas le dire. Et les citoyens, c'est des salariés de l'ADER. C'est des salariés de l'ADER qui ne sont pas politiques et qui signent les bons et qui font le travail. Je crois savoir même qu'il y a des opposants très connus, actifs, qu'il faut pour ne pas le nommer, qui a bénéficié à la veille des présidentielles d'un financement important pour développer une activité. De bon droit. De bon droit d'ailleurs, mais qui a été fustigé par nos camarades, nos jeunes, qui disaient que ce n'est pas normal, pourquoi on finance un opposant alors qu'on va aux élections. C'est que le principe de l'équité est un principe fort chez le chef de l'État. Mais l'esprit n'est pas encore dissipé, parce que ce sont vos propres jeunes qui dénoncent. Bien sûr. Donc, il faudrait y travailler peut-être. On ne se développe pas en 10 jours. On arrivera à un certain moment, en 10 ans, on se développera à un certain moment où on va générer suffisamment de richesses avec le plein emploi qui emploie les jeunes. Et c'est ça qui va permettre un peu de... Alors, on était sur Dakar, on a fait un glissement sur l'emploi des jeunes, entre autres. Mais pour sortir justement un peu de Dakar, il y a Ziguinchor, Thiès, pour ne citer que ces localités. La vague de frustration et de défection ne s'est pas fait attendre. Rien de nouveau sous le soleil, peut-être, me diriez-vous. Mais vous conviendrez avec moi que la cohésion justement de votre coalition en prend un sacré coup. Que retenir finalement de ces soubresauts?
Frustration, oui. Défection, non. Même si dans le sud de notre frère Baldé, voilà, j'ai été content hier d'entendre dans un débat son chargé de com dire que les relations entre Baldé et le président de la République sont multidimensionnelles, de sa propre bouche, et ne sont pas que politiques. Oui. Donc nous lui reconnaissons ça. Oui. Et je pense que maintenant les frustrations en politique, on les gère. La politique, j'ai un ami qui me disait que c'est l'art de gérer les frustrations. Oui. Il n'a pas tort. Et en l'occurrence ici, on peut porter des ambitions, mais quand l'arbitrage nous est défavorable, en général, on est plutôt frustré. Et donc oui, il y a eu des frustrations, parce qu'à chaque fois qu'on a choisi, il y a donc d'autres... L'arbitrage n'est pas populaire, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que vous irez jusqu'à me dire qu'il est scientifique? C'est une bonne question. La question se pose. J'attends la réponse, je voudrais une bonne réponse. La question se pose, oui, l'arbitrage peut être scientifique, pour ce qui nous concerne. Il peut l'être ou il l'est? Je ne veux pas Parce qu'on va vers des élections locales à caractère populaire, justement. Oui. Mais d'où tout le sens de la question. Oui, encore que ça peut être à la fois scientifique et populaire. Mais pour le coup, je vous dis, oui, il est, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux du dernier choix, mais oui, il y a une bonne partie, en tout cas, d'approche, je vous ai dit au départ, méthode et organisation. Il y a un joli contournement aussi, je vois bien ça. Oui, il y a méthode et organisation, et scientifique, oui, vous avez raison. D'accord, nous restons à Ziguinchor avec cette déception sans commune mesure, justement, des partisans de Baldé, qui semblent dénoncer, justement, la rupture d'un pacte et qui envisagerait même de tendre la main ou de donner la main au PASTEF. Est-ce que le Benno serait de taille face à une telle coalition? Oui, je pense que... Sonko Baldé dans le sud. Oui, bien sûr, que nous serons, notre candidature et notre équipe à Ziguinchor sera de taille à non seulement relever les défis, mais de toute façon, nous allons gagner Ziguinchor. C'est scientifique aussi? Nous allons gagner Ziguinchor. C'est aussi scientifique? Nous avons bon, décidément, vous êtes très, très scientiste aujourd'hui, mais oui, je pourrais dire oui, je vois ce que vous voulez dire, mais méthode, organisation. Ce n'est pas que la science en termes durs, en termes scientistes, où c'est les mathématiques, il ne s'agit pas de ça. Mais disons que ça me fait penser à Feu Aziz Baye ce qu'il avait dit. De la même manière, en 2019, l'élection la plus méthodique et la plus scientifique qu'on ait jamais eue en 2019, nous n'avons pas changé de méthode. C'est la même démarche. Nous respectons les Sénégalais, nous écoutons ce qu'ils veulent, nous nous approchons au plus près de leurs aspirations et nous essayons d'y répondre avec le plus d'humilité possible. À Ziguinchor, c'est ce que nous allons essayer de faire. Et je n'ai pas de doute que nous avons là-bas également l'équipe qui pourrait nous permettre de gagner. Sans aucun doute. À Thiès, c'est... Talla a parlé d'un faux allié, d'un infiltré. C'est ainsi que le maire sortant a qualifié le Réumi, Idrissa Seck, qui a eu la plus grosse portion à Thiès, la capitale du rail. Simple expression de frustration aussi, vous diriez-vous? Oui, bien sûr. Vous savez, Thiès symbolise, à côté d'autres, l'une des communes qui incarne le plus la vitalité démocratique de notre pays. Par ses leaders, par leur style, par leur verbe. C'est pour ça que ces moments-là sont des moments importants. Quand le maire sortant parle comme ça, évidemment qu'il est dans le combat politique avec son style qu'on lui connaît, courtois, cultivé, mais aussi très tranchant. Mais de l'autre côté aussi, ceux à qui il s'adresse ne sont pas des manchots, ils vont se battre aussi, évidemment, dans le cadre de la coalition. Donc vous vous positionnez en spectateur? Non, pas en spectateur. Ce que je voulais dire, c'est que ce moment des élections locales, en général, c'est un moment de vitalité démocratique. C'est ça le charme de notre affaire. C'est ça qui fait la différence entre le Sénégal et les autres pays. Je dis bien, je le dis très souvent, et j'aimerais l'interroger d'ailleurs chez les observateurs, nous sommes la première démocratie du continent. C'est évident. De culture, pas forcément d'élection, mais de culture. On accepte que l'autre dise ce qu'il pense. Et quand on voit dans des élections locales, Talla Sylla qui parle comme ça de l'allié en face, qui connaît l'histoire politique, c'est séduisant pour notre démocratie. Parce qu'au bout du compte, c'est pareil. Il y aura un arbitrage et il y aura assez d'élévation. Je sais qu'à Thiès, c'est des grands hommes politiques. Il y aura assez d'élévation pour accepter également
le choix. Est-ce que l'arbitrage n'est pas derrière nous? Talla a déjà annoncé sa coalition, ou Thiès, qui va conquérir la mairie? Oui, bien sûr. Mais attendons que les versions officielles s'expriment à Thiès aussi. Et à ce moment-là, moi je reste sûr, en tout cas, que la famille de Benno Bokk Yakaar va remporter la victoire. Alors, nous allons clore ce chapitre, Pape Mao Diouf, avec cette contradiction notée entre les propos du président Macky Sall aux États-Unis lors de la dernière Assemblée générale, justement à New York, selon lesquels ces locales ne sont pas assimilables à un référendum. Ce sont ces propos donc, qui sont de constat contradictoire avec ceux de son directeur de cabinet, Mahmoud Saleh, qui déclare que vos résultats trancheraient le débat sur la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Alors ma question est la suivante. Qui est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Je ne vois pas, en tout cas, Le président de la République a été formel. Rien à voir. On ne peut pas faire le parallèle, on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas tirer de conséquences. Et son directeur de cabinet, très proche, dit le contraire. Et limite le met en selle pour 2024. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Je n'ai pas vu comme vous. Que faut-il retenir? Bon, je peux vous donner mon analyse, ce que j'en pense. Mon point de vue, c'est le point de vue du chef de l'État. Les élections locales sont des élections locales, ne sont pas des élections nationales. Le ministre d'État, directeur de cabinet, a dans une réunion locale, à Hambourg, il s'est exprimé librement avec ses camarades dans sa localité. À mon avis, ce n'est pas le directeur de cabinet qui a parlé, c'est plutôt le militant à Hambourg qui a donné son avis avec ses camarades. Mais je ne vois rien vraiment de choquant de ce qu'il a dit, parce que n'importe qui peut faire finalement son analyse sur l'affaire. Ce qui serait choquant, c'est justement la probabilité de cette candidature. Et ça a été déjà évoqué par plein de gens. Ça, c'est pas... Mais là, il l'affirme. Oui, mais comme je dis... Il était en train de vous dire la candidature de Macky Sall dépend de ce qui en... C'est son analyse. Et encore une fois, je dis... mais c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Oui, mais ça reste un avis. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans une situation un peu spéciale où nous avons fait comme choix de ne pas parler de cette affaire de deuxième mandat, troisième mandat, je ne sais pas comment il l'appelle. Il y a toute forme d'analystes et toute forme de lecture sur l'affaire qui fait que nous, par exemple, on n'a pas trop envie de développer sur cette affaire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les élections locales. C'est le cadre de vie. Le président de la République en a parlé la dernière fois en Conseil des ministres. Il faut améliorer le cadre de vie de la capitale, du pays, etc. Il faut qu'on s'occupe du pays, Khalifa. On ne peut pas continuer à être sur des agendas politiciens avec surtout ce qui anime ce débat qui n'ont aucun projet. Ils n'ont aucun projet pour le pays, ils ne parlent pas de l'accès universel à l'eau, l'accès universel à l'eau. Ça, ce n'est pas des sujets qui paraissent à une partie de l'opinion suffisamment importante pour qu'on en parle. Non. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est le fauteuil du président Macky Sall. Comment le bousculer, qu'il tombe et qu'on mette quelqu'un d'autre, ou bien est-ce qu'on va se battre et s'arracher les tripes pour qu'il reste? Ils veulent que le débat politique du Sénégal s'enferme à ça. Ce serait triste quand même. Je pense qu'il faut qu'on parle du pays. Ceci étant, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, nous, notre choix, c'est de ne pas en parler. En même temps, on peut observer qu'il y a une forme de totalitarisme de l'opinion sur le sujet qui empêche aux gens de dire ce qu'ils pensent. Ça ne marchera pas. Parce que la démocratie... oui, parce que... Qu'on a pu également noter de votre côté, en haut lieu. Tous ceux qui ont parlé du troisième mandat ont été décapités, pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, mais pas forcément. Et puis, est-ce que c'est pas lié? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié à d'autres choses? En tout cas, c'est consécutif, c'est troublant. Non, je pense qu'on essaie de faire des liens sur des choses qui... Vous savez, les élections ici, c'est tranché. C'est dans l'isoloir que les Sénégalais choisissent. On n'est pas en train de parler d'élections. Oui, on est en train de parler de la candidature du président de Macky Sall en 2024. Mais pourtant, je vous réponds. Je vous dis qu'ici, les questions d'élection et les questions de candidature sont réglées. Ce n'est pas un débat. Les gens veulent nous l'imposer. Donc, il n'en est pas question de cette candidature en 2024. Ce n'est pas ce que je dis.
Ce que je dis, c'est pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites clairement? Ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas dans le registre de la divination. Nous ne sommes pas dans le registre comment on l'appelle, du prestidigitateur. C'est pas ça. Nous sommes dans des logiques de la loi et des textes. Ce qui doit être, tout le monde le sait. Ce qui ne doit pas être, tout le monde le sait. Qu'est-ce que le texte dit? Je ne suis pas un spécialiste du texte, justement. Il y a des spécialistes du texte qui se prononcent là-dessus. Et nous avons choisi d'ailleurs, par ailleurs, de ne pas en faire un débat, même si tu réussis pour moi à en faire un débat aujourd'hui. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas vraiment ce sujet. Donc c'est tranché. Parce que pour moi, les textes sont tranchés, deux mandats, pas plus. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ceux qui interprètent le texte, le mois venu, l'interpréteront. Et au final, de toutes les façons, dans ce pays-là, il n'y a pas cette question comme enjeu, puisque c'est les Sénégalais qui choisissent leurs dirigeants. Très bien. Alors, ça, c'est évident. Alors, à l'entame de l'émission, vous confirmiez que vous serez du combat à Yoff, aux côtés de Abdoulaye Diouf Sarr, à Dakar aussi, à ses côtés. Alors, vous, Pape Mahawa Diouf, est-ce que vous avez entendu l'appel de Mahmoud Saleh à Mbour? Oui, je l'ai entendu. Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence? Nous allons tout faire pour gagner. Pour gagner, pour enfin pouvoir lui permettre de jauger. Ce n'était pas un appel. Il n'a pas fait un appel, Mahmoud Saleh. Il a donné un avis. Il a dit, moi, ce que je pense, c'est que c'est ça, ça et ça. Mais il n'a pas fait un appel à tous les militants. Mais de toutes les façons, qu'il ait fait l'appel ou pas, nous voulons... Cette phrase a bien son sens. Oui, mais nous voulons gagner. Et cette phrase est un appel. Mais il y a une raison. C'est très clair. Mais nous voulons gagner parce que gagner, c'est dire que le projet politique de Benno Bokk Yakaar, qui, je le rappelle, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Mais il faut bien que nous gagnions les localités, il faut bien que nous gagnions les élections à venir, y compris 2024, etc. Pour trancher le débat, enfin. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire... Trancher le débat, comme le dit Mahmoud Saleh, que ce sont ces résultats qui vont trancher le débat. Donc vous allez gagner pour trancher enfin le débat? Non, pas forcément pour trancher le débat, parce que ce n'est pas le débat qui nous est imposé. Nous, on n'est pas sur ce débat-là, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un débat entre les Sénégalais et le projet politique que nous portons. Et je rappelle que depuis 2014, pour ce qui concerne Dakar, mais depuis 2012 même en général, les Sénégalais ont répondu favorablement à toutes les élections à Benno Bokk Yakaar et à son projet de bâtir un Sénégal émergent en 2035. Donc il n'y a pas de débat. Donc je comprends bien que vous vous inscrivez dans la dynamique du ni oui ni non. Non, je m'inscris dans la dynamique de refuser qu'on dise que le débat à trancher, c'est le débat d'un troisième mandat. Ce n'est pas ça le débat. Le débat... C'est le directeur de cabinet du président qui le dit. C'est son point de vue qu'il a donné à la base militante, avec ses militants. C'était son point de vue. Mais la vérité... En attendant que, du coup, les experts ou les spécialistes tranchent le débat, entre autres... que le Conseil constitutionnel tranche le débat. Vous savez, ici, des élections, les gens déposent leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui l'accepte ou qui ne l'accepte pas. Mais qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, le vrai Conseil constitutionnel, c'est les cartes électeurs des Sénégalais qui vont aller à l'isoloir et voter. Donc, de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? Donc, j'entends qu'il est candidat à la candidature. Non. Moi, à la limite... C'est ce que j'entends en tout cas. Non. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que nous avons des institutions suffisamment fortes pour trancher ce type de débat. Mais je ne peux pas vous donner un point de vue et vous le savez. Je ne peux pas. D'abord parce que... Le vôtre? Oui, le mien. Parce que pourquoi je ne peux pas vous donner un point de vue sur le troisième mandat? C'est que d'abord, notre consigne, c'est de ne pas en parler. Deuxièmement, même si on avait le droit d'en parler, c'est vraiment de parler du sexe des anges, parce qu'on ne sait pas. Le principal concerné, c'est lui qui peut dire je le suis ou je ne le suis pas. Mais tant qu'il ne le dit pas, on discute du sexe des anges, on ne sait pas de quoi on parle. Ce dont on peut parler, c'est de nos institutions. Mais les indicateurs sont flous. Non. Par contre, ce qui n'est pas flou, c'est les résultats obtenus par la coalition Benno Bokk Yakaar et les politiques de l'État de 2012 à maintenant. Est-ce qu'il faut le poursuivre jusqu'en 2035 pour sortir ce pays de sa situation? Oui. Et je suis un militant actif de cette cause-là et déterminé. Pape Mahawa Diouf. Voilà. Pape Mahawa Diouf, il est le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Au micro, Khalifa Diakhaté, vous suivez le jury du dimanche. Pape Mahawa Diouf, par ailleurs, directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique. Alors, Pape Mahawa Diouf, sous cette casquette,
comment se comporte ou comment se porte Tamoul Sénégal? Tamoul Sénégal se porte bien, a besoin d'un nouveau souffle. Il a été lancé comme initiative au milieu de la crise Covid-19 sous deux angles. D'abord de la digitalisation, en créant une plateforme tamoulsénégal.com qui permettait aux Sénégalais du Sénégal mais de la diaspora également de pouvoir avoir accès à des offres touristiques, des séjours à des prix préférentiels. Mais en même temps faire connaître de l'autre côté le pays à travers une campagne média. Et télévision a même participé activement à ça. Et d'autres médias de la place qui ont permis de montrer et d'orienter les regards vers le pays. Ça tombait bien parce qu'on ne pouvait plus voyager. Donc, du coup on a profité de cette fenêtre pour montrer des perspectives et ça a été vraiment un franc succès. Ce que je peux dire, c'est qu'au 10 août du mois 10 août dernier, j'ai eu des amis qui m'ont appelé, qui voulaient de la place à Saly, je n'ai pas pu en trouver. Ah oui. Voilà. C'est affiché plein. C'est affiché plein, y compris dans les hôtels comme dans les résidences. C'est bon signe plutôt. C'est bon signe. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors Pamo, quelle est la place justement, parce que beaucoup en parlent, du tourisme religieux dans ce concept de Tamoul Sénégal, vu le potentiel de notre pays dans ce cadre? Très très important. L'une des initiatives que nous avons prises dans la nouvelle stratégie qui va être lancée prochainement en décembre, de la promotion de la destination Sénégal, le développement de produits est extrêmement important. Avant, il y avait beaucoup plus de promotion, de marketing et pas assez d'ingénierie de développement de produits. Et parmi les produits qui ont été positionnés, le religieux est en première ligne. Pour une raison simple, la demande est forte. Aujourd'hui, il ne se passe pas 24 heures sans qu'on me parle du tourisme religieux. Hier, on m'en a parlé. Avant-hier, j'en parlais avec un de vos homologues qui faisait une spéciale à Medina Baye. Vraiment, il semble que cette demande pour le développement du tourisme religieux est désormais irréversible. Je peux annoncer, sans risque de me tromper, que dès le début 2022, nous allons organiser un forum sur le sujet. On va regrouper l'essentiel des acteurs de l'offre religieuse, du clergé catholique jusqu'à toutes les confréries, pour qu'on se rassemble quelque part et qu'on dise ensemble qu'est-ce qu'on appelle tourisme religieux et qu'est-ce qu'il faut développer, quels sont les besoins, qu'on puisse mettre ça en bonne structuration. On va proposer ça à l'autorité de sorte qu'on puisse l'organiser. Ça permettrait de faire un lancement unique du tourisme religieux dans le pays. Donc je vous fais cette annonce. Très bien, en exclusivité. Merci beaucoup. Mais du coup, on a aussi remarqué qu'au Sénégal, on n'a pas trop la culture des musées, ou bien la visite des musées, c'est un peu une affaire d'écoliers ou d'étrangers. Ben, ça dépend. Comment est-ce que vous entendez corriger tout ça? On va voir avec la direction du patrimoine. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a au musée des civilisations noires, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de communication ou autre. Parce que des gens iraient à Top-Képi pour voir des reliques. Il y en a ici chez nous. Oui, absolument. On va faire ce travail aussi. Il y a une question de sensibilisation. J'ai échangé la dernière fois avec le directeur du patrimoine sur les types d'activités célébrées à l'occasion de la journée du patrimoine. Ailleurs, c'est la journée du patrimoine qui a permis d'impliquer l'éducation nationale, d'initier la jeunesse à cette culture du musée, etc. Mais il y a d'autres leviers aussi pour revenir sur le tourisme religieux. D'ailleurs, une destination comme Medina Baye connaît une forte attraction venant de la sous-région. Il faudrait qu'on ait une sorte de musée ou quelque chose aussi à Medina Baye pour pouvoir faire visiter les choses. Mais de la même manière, il y a un musée actif à Touba, Daré Kamil, qui est un musée de fête, mais qui rencontre des difficultés en termes de développement de produits. Quand nous sommes allés visiter Touba sur instruction et l'autorisation donc du Khalif général des Mourides, Moustapha Diatta nous a expliqué comment il recevait beaucoup de touristes qui venaient visiter le musée, mais qui ne pouvaient pas rester parce qu'il n'y avait pas de restauration, il n'y avait pas de toilettes, etc. Et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne pour développer ce type de produit. Parfaitement. C'est pour répondre à la fois sur le religieux et sur la question des musées, pour dire que vraiment il y a un ensemble d'activités
d'ingénierie du tourisme qu'on doit mettre ensemble Oui. pour développer ce type de produit, que ce soit sur le patrimoine, les musées, mais également le religieux. Et nous avons engagé ce un potentiel travail. inexploitable ou inexploité, jusque-là. Absolument. Alors nous parlons à présent du secteur hôtelier qui subit une concurrence jugée déloyale par les acteurs. Les appartements meublés depuis quelques années, y aurait-il une réglementation pour justement gérer ce problème concernant ces appartements? Normalement, les appartements meublés doivent avoir des autorisations spéciales délivrées par la direction de la réglementation touristique. Est-ce qu'ils sont au courant? Pas toujours, mais la police touristique fait beaucoup d'efforts. Là aussi, je le juge juste à l'aune des appels que je reçois, qui me disent, oui, le commissaire, etc., m'a retiré mon exploitation, etc. Mais c'est vrai, on a besoin davantage l'encadrer. Parce que si ça fonctionne, ça veut dire que l'offre hôtelière n'est pas suffisante. Mais si... N'est pas suffisante ou est contournée? Elle n'est pas... Je vous dis, par exemple, en août, on m'a appelé pour demander si je pouvais les aider à trouver des séjours à l'hôtel à Saly. Mais non seulement les hôtels étaient pleins, mais les appartements aussi étaient pleins. C'est dire que donc c'est un secteur à réglementer. À réglementer, même si le besoin est réel, il faut l'encadrer davantage. Oui. Il y a maintenant une réglementation, il faut des autorisations spéciales pour le faire, y compris pour Dakar et partout. Maintenant, pour la surveillance et l'encadrement, progressivement, je pense qu'on peut améliorer la surveillance et l'encadrement des appartements meublés. Alors, Pape Mahawa Diouf, vous avez entamé votre mission en tant que directeur général de l'ASPT sous le sceau de la résilience. Oui. La pandémie de Covid-19 s'est incrustée juste 2 mois après votre arrivée. Absolument. Où en êtes-vous aujourd'hui sur les axes forts, les axes majeurs de la relance? Où en êtes-vous? Alors, les axes majeurs de la relance, c'est d'abord le tourisme interne, le consolider. Nous avions beaucoup fait sur la connaissance. Les Sénégalais vont maintenant à l'intérieur du pays, ils vont à Saint-Louis particulièrement, Sine Saloum et la Petite Côte. Il y a ce réflexe d'aller, mais y aller, ce n'est pas suffisant. Il faut montrer les diverses activités possibles. Il faut montrer aussi aux entreprises qu'il est possible, au lieu d'aller à Las Palmas, en Afrique du Nord ou à Dubaï ou aux États-Unis, de rester dans le pays. C'est pour ça que nous sommes en train d'organiser très prochainement une rencontre avec le secteur privé et quelques entreprises du secteur privé comme du secteur public pour montrer que ces expériences sont possibles au Sénégal. Pour, comme ça, augmenter le taux de présence, en tout cas, du tourisme interne dans le chiffre annuel global des acteurs touristiques du pays. Ensuite, il y a le tourisme sous-régional. Nous allons inviter prochainement nos homologues ivoiriens à venir découvrir l'offre touristique sénégalaise et essayer de développer aussi vers le Mali, vers Nouakchott et la Gambie, le tourisme sous-régional. Mais justement, entre parenthèses, Dakar est jugé de plus en plus cher par les étrangers. Est-ce que ça constitue un handicap? C'est vrai que le prix est élevé relativement, mais ce n'est pas forcément toujours un frein, parce que nous restons quand même toujours la première destination de la sous-région en matière d'arrivée étrangère. Nous restons quand même là. Et l'offre que nous avons aussi est largement supérieure. Alors, mais c'est vrai qu'en rapport qualité-prix, et comparé à d'autres destinations, on pourrait trouver des leviers sur le pricing, essayer de faire... En tout cas, les plaintes se multiplient. Absolument. Absolument. Alors, vous préparez activement les journées du tourisme et des transports aériens qui sont prévues dans le mois courant, le mois prochain, 22-26 novembre prochain. Alors, peut-on espérer un vrai débat autour des manquements notés sur les prestations de Air Sénégal, vitrine tout de même de notre tourisme national, qui certes s'ouvre au monde, Air Sénégal, mais on aurait dit prématurément, c'est le sentiment que cela renvoie. La ligne ou bien la compagnie. L'ouverture de Air Sénégal. Air Sénégal, aujourd'hui, crée beaucoup de mécontentement et beaucoup de frustration. Pour ne pas dire justement, créer une déception. J'ai l'avantage... Je serais un peu abusé de dire d'avoir été journaliste parce que je ne l'ai jamais vraiment exercé, sinon très peu dans une organisation en France. Mais je connais quand même les grands principes du train qui n'arrive pas à l'heure. Que ce qui fait l'info
C'est vraiment le train qui ne marche pas ou le train qui n'est pas. Moi, je n'ai jamais été d'accord. J'ai toujours pensé qu'on n'a pas compris le sens de l'enseignement. De l'enseignement. Parce que le train qui arrive à l'heure est tout aussi important. Tout à fait. Tout à fait. Là, en l'occurrence, nous avons un train qui arrive à l'heure, puisqu'il s'agit d'Air Sénégal. Si que Air Sénégal ait des manquements de temps à autre quant à la qualité de service, le retard, pour une compagnie qui a 3 ans, ce n'est pas du tout une Mais justement, est-ce que ce n'est pas prématuré? Parce que sur certaines lignes, mais tout le personnel de bord est étranger. Oui, non, mais ça, c'est lié à d'autres aspects. Mais oui, c'est pour cette raison. C'est provisoire. Est-ce qu'on n'aurait pas brûlé certaines étapes? Mais non. Rien n'est plus, en tout cas, bénéfique au Sénégal que d'avoir un pavillon national qui est la plus grande et la plus large desserte possible comparé à son parc dont il dispose, à sa flotte, et que les Sénégalais puissent bénéficier de cette offre-là, mais surtout que le pavillon Sénégal s'impose dans les airs de cette manière. Mais on ne s'est pas précipité un peu? Non, je ne pense pas. Nous avons un aéroport flambant neuf, nous avons une compagnie aérienne, nous allons avoir très prochainement un centre de maintenance aéronautique, avec Diamniadio, une offre de réception événementielle, avec une commune de Dakar et une ville de Dakar qui sera mieux gérée, parce que gérée par l'équipe de Benno Bokk Yakaar. Tout ça va concourir à avoir une chose cohérente. Et Air Sénégal joue un rôle dans ça. Il faut pousser. Vous savez, une compagnie aérienne, c'est d'abord une question diplomatique. Il y a très peu de compagnies aériennes dans le monde qui sont viables au plan économique, mais qui sont soutenus diplomatiquement et au plan de l'État. Oui, en tout cas, c'est quasiment tous. Et l'appel que je veux faire, c'est qu'on regarde d'abord la compagnie comme une affaire de fierté nationale, à ce stade. Mais à quel prix? Si on le regarde, mais à quel prix? Parce que vous épuisez vos pilotes, pour ne pas dire votre pilote. Non, je pense qu'il faut tenir, il faut aider la compagnie nationale. Le Sénégal doit avoir son pavillon. C'est une question de temps. Tout décollage est difficile, c'est normal. Grandir, c'est difficile. On voit beaucoup de... C'est la période où on a besoin le plus, et là je le dis sans état d'âme, du soutien patriotique de tous les Sénégalais. Mais la ponctualité aiderait beaucoup. Oui, mais la ponctualité, c'est de l'organisation, c'est de la méthode, c'est de l'expérience. Moi, je parle aisément d'Air France. Ou de la rigueur, simplement. Les deux. Air France, c'est 70, 100 ans d'expérience. Vous prenez Ethiopian Airlines, c'est 50, 60 ans. Je ne suis pas en train de comparer. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce qu'on n'a pas entamé le projet de façon prématurée? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il fallait d'ailleurs le commencer. L'exception aujourd'hui, comparé à l'histoire que nous avons, c'est que jusque-là, c'était des avions qu'on louait en général. Ici, nous avons un patrimoine qui nous appartient. C'est comme si nous avions le port autonome. On peut changer d'exploitant, mais le port appartient aux Sénégalais. Très bien. Pareil pour l'aéroport. On peut changer d'exploitant, mais l'aéroport appartient aux Sénégalais. Air Sénégal aujourd'hui, quoi qu'on puisse faire, même si on change de gestionnaire, le patrimoine appartient à Khalifa Diakhaté, à M. Fall en face ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça appartient à tous les... Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Dans l'actualité, pour terminer vraiment, quelle appréciation faites-vous du bras de fer entre le fisc et le patron de D-Média, pour ne pas dire entre lui et le pouvoir, pour le reprendre? Cette question, encore une fois, vous êtes... Bon, j'apprécie la façon dont vous abordez les questions, véritablement. Parce que entre lui et le pouvoir, c'est normal, c'est un opposant. Entre des médias et le pouvoir, c'est anormal. Parce qu'un média, on vous le donne sur la base d'un cahier de charges d'intérêt public et d'intérêt général. C'est la mission de l'État à vous déléguer pour le prendre en charge, éduquer, informer, divertir. C'est ça, non? Parfaitement. Mais où est-ce que informer, éviter de divertir? On peut voir le patron de presse d'un organe venir dire sortez, jël leen sen coup de timoir, songu leen policiers. Ça n'a aucun sens, ça n'existe dans aucune démocratie. Pour moi, des médias est une menace pour la démocratie. Ah oui? C'est ce que je pense. C'est très honnêtement ce que je pense. C'est-à-dire que c'est le symbole abouti d'un manque de réglementation au plan des médias. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle en France, ce que vous connaissez très bien, la loi R100, une loi anticoncentrationniste, et qui interdit
que quelqu'un puisse avoir son média comme son parti politique. Mais donc la faute reviendrait entièrement à l'État du Sénégal. Je pense qu'il y a quand même un effort. Maintenant, sur ces événements récents, ça n'a rien à voir avec l'État. Un redressement fiscal, n'importe quelle société privée en a. On appelle n'importe quel... Il parle d'une machination. Non, mais je vous explique ce qui s'est passé. Redressement fiscal, vous y allez, vous dites, ben, écoutez, voilà, j'ai payé mes impôts, voilà ce que je n'ai pas payé, ok, je veux un moratoire. C'est comme tout le monde. Si vous faites ça, il n'y a pas de souci. Vous ne le faites pas, la loi se poursuit. Un huissier vient chez vous, début du mois d'octobre, 8 octobre. Vous les conduisez, manu militari, comme un chien, et vous faites sortir l'essentiel de vos dirigeants qui l'agressent verbalement. Le huissier, pas l'État, le huissier va chercher les forces de l'ordre pour leur dire, écoutez, je dois aller faire mon travail, on me l'empêche. Les forces de l'ordre viennent l'accompagner. Et par ailleurs, pour terminer, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une confusion, je suis totalement solidaire, en tout cas, des salariés des médias. Parce que le fait de travailler... Oui, parce que moi je suis un peu gêné quand vous dites que des médias est un danger pour la démocratie. La façon dont est géré, c'est un danger, bien sûr. Parce que si vous considérez un média comme une arme personnelle pour régler ses comptes personnels, et qu'on le permette dans un pays, c'est la radio des 1000 collines, hein. Ça c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, les jeunes, parce que vous n'êtes pas un média libre, immédiat. Parfaitement libre. Seneweb n'est pas un média libre. 2STV n'est pas un média libre. 7TV n'est pas un média libre. Sénégo n'est pas un média libre. Il y a un seul média libre dans le pays qui serait une menace contre l'État, c'est des médias. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Il faut vous arrêter ces propos, mais complètement. Parce que vous savez pourquoi je l'assume. Mon cœur, c'est l'esprit des médias. J'appartiens à cette famille du point de vue épistémologique. Oui. J'ai été formé là. Quand je vois une menace, je vous le dis, et parce que je sais que vous entendez ce que je dis. Si on n'arrête pas cette dynamique, on va tous se mettre en danger, parce qu'en vérité, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'utiliser l'intérêt général pour le projet. Merci, c'était un plaisir. Merci Pape Mao Diouf d'avoir répondu à notre invitation. À vous aussi, auditeurs, téléspectateurs, internautes, merci de nous avoir suivis. Entretien à lire également sur immedia.sn. L'auteur, ce serait votre étudiant, Babacar Fall. Magnifique. Auteur de l'article du compte-rendu d'entretien. Merci à l'équipe polyvalente d'Immedia pour la production de cette émission. Mamoudou Rakan reprend ses clés dès dimanche prochain, Inch'Allah. Eh bien, bonne fin d'après-midi et bonne semaine. Au revoir.